François, tu veux dire bonjour aussi? Mais oui, bonjour, et même si c'est plus d'actualité, bonne année à tous. On démarre 2024 en fanfare. Voilà, avec un nouveau webinaire donc sur les défis des contenants alimentaires. Je pense que c'est un sujet qui vous préoccupe tous, puisque nous avions 580 personnes inscrites à ce webinaire. Donc, il y a vraiment un intérêt particulier à trouver les meilleures solutions. Et pour en parler avec nous, nous avons la chance d'avoir Charlotte Gamory, qui est ingénieure de l'ADEME, qui s'occupe du réemploi, emballage et substitution des plastiques. Grégory Mèche, qui est directeur de la Caisse des écoles du 20e arrondissement. Antoine Massenet, qui est directeur général de Quadrature Restauration. Didier Thévenet, directeur de la cuisine centrale de Lons-le-Saunier. Nicolas Salmy, directeur associé de Alma Consulting. Et Jean-Luc Joulot, directeur général de Rescassette. Eh bien, on va commencer tout de suite nos échanges, puisque je pense qu'on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui, un programme très chargé. Je vais passer tout de suite la parole à Charlotte pour que vous nous parliez un peu de ce contexte-là de changement de contenant, les échéances et la fin du plastique. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation aujourd'hui autour d'un sujet qui en effet est un sujet de taille. Donc on parle ici de la suppression des contenants alimentaires en plastique et du passage aux contenants réemployables dans la restauration collective. Vous le savez tous et toutes, c'est une thématique avec des enjeux forts, notamment des enjeux réglementaires. Le premier, il est tiré de la loi Egalim, qui donc est un objectif pour mettre fin à l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective, des établissements scolaires et universitaires, des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans, et ce, au 1er janvier 2025. Sauf pour les collectivités de moins de 2000 habitants où là, la date est au 1er janvier 2028. Donc cette obligation de la loi Egalim, elle a été étendue par la loi AGEC aux services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité, aux centres périnataux de proximité et aux services spécifiquement mentionnés dans le Code de la santé publique. Donc cette loi AGEC, elle vient également compléter la réglementation d'Egalim avec un objectif de réemploi. Donc l'objectif dans la loi AGEC est d'atteindre une proportion de 10% d'emballages réemployés à horizon 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Et ces emballages réemployés doivent être recyclables. Voilà, donc le cadre réglementaire posé, on sait que ce cadre réglementaire, il a entraîné beaucoup de réflexions et différents travaux pour déterminer les marches à suivre, bien entendu, pour atteindre ces objectifs dans le cadre de la restauration collective. Ce qu'on identifie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution unique organisationnelle en fait, qui se développe. Les solutions, elles sont variables d'une structure à l'autre, d'un type d'établissement à l'autre et selon l'organisation déjà existante. Typiquement, on sait que des opportunités de déplacement de cuisine peuvent accélérer le passage au réemploi parce qu'à partir de là, le réemploi il est intégré dès l'amont. Et donc, ça se traduit derrière, bien sûr, par des enjeux d'espace, d'organisation, de formation, d'inclusion du personnel. Ce qui ressort, c'est qu'une des clés de la réussite, c'est vraiment la mobilisation de l'ensemble des équipes et je pense que tout le monde pourra en témoigner et vraiment un besoin de communication et de formation autour des différentes structures qui sont impliquées dans toute la chaîne de valeur du réemploi. Donc la pédagogie, elle est importante, très importante pour envisager en fait, tous ces enjeux-là et aussi pour diffuser les bonnes pratiques. D'ailleurs à ce titre, il me semble important de mentionner, les travaux qui ont été réalisés par, l'association des professionnels de la restauration collective, Agores,
et notamment le livre blanc en plusieurs parties qui a été publié et qui compile des retours d'expérience, des résultats d'études menées par des cuisines centrales. Et donc, en fait, ce livre blanc, il aborde vraiment les grandes questions qui se posent pour la suppression des contenants alimentaires en plastique et le passage à des contenants réemployables. Donc, l'ensemble des questions qui se posent pour trouver des alternatives aux contenants plastiques. Alors, quand on parle d'alternatives réemployables aux contenants alimentaires en plastique, ici, on parle de l'inox et du verre. Pourquoi? Parce que l'inox et le verre partagent l'innocuité au contact alimentaire, et c'est une priorité dans ce contexte. L'ADEME a un positionnement fort là-dessus, dans ce contexte, parce que, à l'inverse d'autres alternatives, qui, elles, ne répondent pas forcément aux enjeux sanitaires ni aux dispositions réglementaires que j'ai rappelées plus tôt. Et en effet, en fait, ces enjeux-là, ils sont doubles derrière le cadre réglementaire. Le premier enjeu, c'est un enjeu de suppression du plastique intégré dans EGalim, mais c'est un enjeu qui est sanitaire, avec, comme on le sait, la présence avérée de perturbateurs endocriniens dans les plastiques, d'où cette obligation réglementaire. Le deuxième enjeu, il est environnemental et il est lié à la pollution générée par les déchets plastiques. Voilà, afin de soutenir donc cette transition pour les acteurs de la restauration collective, l'ADEME poursuit en 2024 son accompagnement des collectivités via un dispositif d'aide au réemploi des emballages et des contenants. Ce dispositif, il sera ouvert prochainement et en fait, il va permettre d'accompagner le financement d'études et d'expérimentations préalables à un investissement, de manière à faciliter le réemploi, le passage au réemploi dans les cuisines centrales, les restaurants scolaires, etc. Donc, vous l'avez compris, la cible du dispositif, c'est les collectivités ayant en charge une activité de restauration collective. Donc, il y aura bien entendu une communication dédiée dès la mise en ligne du dispositif. Et donc, je me permettrai bien sûr de faire passer cette communication à l'autre cuisine de manière à ce que ce soit communiqué le plus largement possible. Et donc, vous aurez à ce moment-là accès à la plateforme Agir, qui est la plateforme de l'ADEME, sur laquelle sont disponibles les conditions d'éligibilité, toute la liste des documents qui sera demandée pour le dépôt du dossier, et le dépôt de dossier se fera directement sur la plateforme. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Et je précise quand même une chose pour tous nos auditeurs, c'est que l'ADEME n'a pas le pouvoir de modifier la législation et que, en fait, l'ADEME est là pour fournir des informations et des aides pour accompagner cette transition. On est bien d'accord. J'aimerais tout de suite avoir peut-être la réaction de Jean-Luc par rapport à ce que Charlotte vient d'évoquer. Oui, Laurent, en fait, je pense qu'il faut aussi bien rappeler que l'interdiction du plastique, elle n'est pas globale. Et en fait, ce qui est interdit aujourd'hui, c'est la réchauffe dans le contenant plastique. Et que même en réemploi, le plastique peut être aussi une alternative, hein. Il y a des choses qui se font, notamment vis-à-vis de la loi AGEC, qui sont en train de se développer. Et si je rebondis un petit peu sur la partie réemploi, oui, en restauration collective, là, le réemploi va être vraiment quelque chose de majeur, avec des enjeux importants. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de changements d'organisation. Et parfois, le réemploi est difficile à mettre en place. Et je pense que dans la stratégie 3R, il ne faut pas oublier la réduction du plastique, mais aussi le recyclage, et notamment en restauration collective, qui est quand même un marché assez fermé, on va dire, où la collecte peut être assez facile. Et il y a des enjeux de recyclage qui sont vraiment importants. Et si je peux me permettre, sur la partie ADEME, je pense qu'effectivement, vous devez nous aider, ou en tout cas, vous devez aider les intervenants, soit via des aides financières, mais aussi pour mesurer tous les impacts
Et c'est vrai qu'on est parfois un peu perdu dans tout ce qui est analyse des cycles de vie et de la gestion des coûts énergétiques, la gestion de l'eau et toutes ces difficultés vis-à-vis des budgets qui peuvent être importants, et puis tous les enjeux environnementaux. Donc, et c'est vrai que là, l'ADEME a tout son rôle par rapport à ça sur les 3 R de manière générale. Merci beaucoup, Jean-Luc. Oui, moi, je reviens surtout sur cette idée que Charlotte avait aussi mentionnée, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va découvrir différentes possibilités déjà mises en place par soit une société de restauration comme Quadrature Restauration, soit la ville de Lons-le-Saunier, ou ce que dans le 20e arrondissement, vous prévoyez. Je vous passe tout de suite la parole, Grégory. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux à participer à ce webinaire qui nous engage toutes dans ce défi. C'est l'objet du titre de ce webinaire, de défi de transition écologique qui fait face à nous, et de la controverse, puisque même si je ne suis pas ici que pour taquiner ce que nous sommes en train de tous de devoir nécessairement faire, de vous raconter dans quel chemin a été engagé dans le 20e arrondissement depuis 3 ans, précisément depuis ce nouveau mandat municipal et de la nouvelle présidence d'Éric Pliez, qui en 2021 m'a chargé de prendre la direction de cet établissement, qui était pour différentes raisons très, très abîmé par des situations du passé et par la crise du Covid. Et à mon arrivée, j'ai pris, sans que je ne l'imagine un seul instant, moi qui ne venais pas de ce métier, cette controverse du sujet de l'échéance de 2025 de la barquette à usage unique, qui est utilisée dans mon établissement depuis une douzaine d'années maintenant. La Caisse des écoles du 20e arrondissement, c'est 13 500 repas tous les jours, en liaison froide, avec une seule cuisine centrale et 66 offices satellitaires. Cette tension sur ce sujet s'est faite jour au même moment que la tension venait des parents d'élèves dans le 20e arrondissement sur la qualité de nos repas, la qualité du service aux enfants dans les écoles, et des difficultés du 20e arrondissement, plus que d'autres arrondissements, à rejoindre les ambitions de la ville de Paris, du plan d'alimentation durable de la ville de Paris, qui nous fixe de façon supra-égalime des objectifs très forts en termes de durabilité alimentaire, de circuits courts, d'approvisionnement local et bio, et de cette échéance aussi qui se confrontait au plan de sortie des plastiques de la restauration collective parisienne et de tout événement parisien. C'est euh, aussi une échéance qui devait être supra-AGEC. Pris dans ces deux étaux, les parents d'élèves à mon arrivée n'ont eu de cesse que de critiquer l'établissement que je m'apprêtais à diriger, en 2 mots très simples. Vous nourrissez mal nos enfants et en plus vous les empoisonnez avec vos barquettes en plastique. Dans le même temps, il y avait nécessairement une pression de la ville de Paris, une pression bien légitime pour accélérer cette nécessaire transition écologique et de mettre en œuvre le plus rapidement possible cette sortie de la barquette à usage unique en plastique pour le 20e arrondissement, et de retourner vers la solution choisie par la ville, c'est l'inox, et de retrouver dans le 20e arrondissement, dans son système d'allotissement pour ses 66 offices, une solution réemployable en inox. Les caisses des écoles parisiennes ont ça de particularité qu'elles sont autonomes par rapport à la ville de Paris, mais qu'elles sont entièrement financées par la ville, et qu'à ce titre, l'ambiguïté est en permanence celle de nous dire que nous pouvons décider nous-mêmes de ce que nous avons à faire, mais qu'il faut bien se confronter à ce qu'attendent les politiques. Mais que en cette rentrée de septembre 2022, où tout s'est rejoint de façon très, très particulière, très véhémente, très dure, en commission des menus, en conseil d'administration, en assemblée générale des sociétaires,
C'était de se dire qu'on ne pouvait évidemment plus procrastiner, et c'est à ce moment-là que la ville a lancé son étude globale, propre au 20e arrondissement. Nous avons des collègues du 19e arrondissement qui sont dans ce sujet-là aussi, mais pour d'autres raisons, de scénariser le ou les options qui pourraient se faire jour dans le 20e arrondissement à l'horizon de 2025. C'est éventuellement la fin de la liaison froide, le retour à du cuisine et maison dans les écoles, ou la scénarisation d'un maintien d'une liaison froide et de la réintroduction d'un bac en inox. Et à ce moment-là, la responsabilité d'employeur qui est la mienne, c'est de tenir le discours sur la base d'un slogan qui n'est pas de moi, mais qui commence à être bien connu dans nos métiers. En tout cas, moi, je ne cesse de le répéter. C'est qu'il n'y a pas de transition écologique sans transition sociale, sans lutte des classes, ça dépend de quel prisme de l'échiquier politique on se place, et que s'il n'y a pas de transition écologique sans lutte des classes, sinon ça s'appelle du jardinage. Comme moi, je ne fais pas du jardinage, je pense l'avenir de mon établissement au-delà des échéances réglementaires à ce qu'il sera demain, et parce que je suis l'employeur de 350 personnes, je pense aussi, dans le cadre de cette transition sociale, à l'avenir de mes agents et au chemin que je veux engager sous l'autorité du président et du conseil d'administration pour eux. Parce que en même temps que j'avais la pression des parents et des élus et de la ville, il y avait une pression sociale très forte à l'intérieur des personnels de la caisse, essentiellement de nos agentes de restauration. Je dis agentes parce que sur 275, j'en ai 273, ce sont des femmes, et que si elles n'étaient pas là chaque midi dans les cantines du 20e arrondissement, comme dans toutes les cantines de Paris, comme dans toutes les cantines de France, on ne saurait pas servir à manger aux enfants que nous avons à servir tous les jours. Et donc, en pensant à elles et en pensant à l'angoisse que représentait pour elles le fait d'avoir quitté l'inox il y a une quinzaine d'années, avant la livraison de la cuisine centrale telle qu'on la connaît aujourd'hui, avant de connaître le modèle de la liaison froide dans le 20e arrondissement, bah, elles ont connu les bacs gastro très lourds, très épais, qui les ont abîmés, qui les ont usés, vieillis et fatigués bien plus vite que dans d'autres métiers. Et qu'à ce titre, les rassurer sur le chemin qui était engagé sous ma direction, c'était de permettre que, nous n'aurons pas le choix et que nous devrons être au rendez-vous de l'échéance de 2025, c'est certain, mais qu'on le fera dans un nécessaire dialogue social, dans une nécessité de les associer et de les écouter dans cette phase de réflexion et d'audit qui est en train d'être menée, et que je ne porterai pas cette transition impérative sur le plan écologique sans prendre en compte les nécessités d'un accompagnement social, d'un accompagnement par la formation, d'un accompagnement notamment par la lutte contre les troubles musculo-squelettiques, par tout autre système qui nécessiterait que nous équipions de machines, de tout outil qui permet aujourd'hui de lutter contre le port de charges lourdes, tout autant que je me battrai pour la revalorisation de leur salaire, notamment à travers le régime indemnitaire qui n'existe pas encore dans le 20e arrondissement. Ceci étant dit, je ne dans ma responsabilité aussi de directeur, je ne pouvais pas me contenter que de ce chemin-là et d'attendre que là où les solutions préconisées par le cabinet qui nous accompagne en ce moment et qui ne sont toujours pas rendues, nous mettent dans une contrainte calendaire qui ferait qu'éventuellement, nous ne respecterions pas la loi avant 2025, ce qui est, pour le républicain que je suis, absolument improbable. Et donc, dans ce temps, entre la pression des agents et la pression de la communauté éducative dans son ensemble, avec les équipes de la caisse, on a commencé dans notre sourcing, de notre connaissance, de notre acculturation, pour moi en tout cas, de ces sujets-là, commencer à rechercher quelles seraient les étapes intermédiaires permettant de se mettre en situation que la solution définitive qui sera choisie par la ville se mette en œuvre à terme. La première étape, ça a été de relancer un marché et de sourcer les solutions de barquettes à usage unique qui pourraient être plus écologiquement responsables, moins toxiques sur le plan de la connaissance que nous avions à l'époque de ces sujets de plastique. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans une barquette à usage unique en cellulose, dite Home Compost. Et comme Jean-Luc Joulot est présent à cette table ronde, c'est un marché qui a été remporté par la société Rescassette et qui me permet depuis 1 an maintenant d'avoir supprimé définitivement la barquette à usage unique en plastique
pour la substituer à une barquette en cellulose qui a la même tenue et qui nous permet de continuer à assurer la sécurité alimentaire de nos préparations en liaison froide. Cette bascule s'est fait à un moment où, de la même manière, sur nos salons professionnels bien connus, et dans le cadre des rencontres professionnelles et de la recherche toujours permanente de mon équipe et de moi-même à se dire que nous ne pouvions pas nous contenter de cette barquette en cellulose, qui était aussi contestée par un certain nombre de parents qui ne nous croyaient pas sur la durabilité et la recherche d'une transition plus écologique, sur la fibre, qui était une fibre européenne notamment, et pas une bagasse qui arrivait de l'autre bout de la planète. Mais cette transition a été réussie et aujourd'hui personne ne la conteste, sauf à nous dire qu'il faut que nous accélérions. Et donc dans ce même calendrier de janvier-février 2023, l'année dernière précisément, est apparu sur, alors de façon plus confidentielle en janvier, de façon plus grand public au mois de mai au salon Agores, une barquette en inox qui pourrait être la substitution de la barquette à usage unique telle que nous l'utilisions. Et c'est ce chemin-là qui a été arbitré et entériné par le conseil d'administration au mois de juin dernier et qui fait que, sans attendre la solution définitive qui sera à retenir par la ville de Paris, nous avons décidé, nous sommes en phase de lancement de nos marchés, à tester la barquette en inox qui, aux yeux des parents, est enfin la solution qu'ils attendaient et que nous mettrons en œuvre d'ici l'été prochain, enfin l'été 2024, et qui pourrait peut-être devenir la solution définitive, tout autant qu'elle pourrait être l'avant-dernière étape au retour du bac gastro tel que on le connaît tous dans nos métiers, mais qui aussi celui-là reste une très grande inquiétude pour les agents. Voilà, de façon rapide, pratique, sans que j'aie traité les questions financières, puisqu'on a la chance à Paris d'avoir un vrai engagement du politique sur ces sujets-là, autant sur la partie de transition par l'assiette que par la transition écologique de nos métiers et, de la suppression définitive de tout plastique de nos métiers, en énormément soutenu, énormément accompagné, autant en investissement qu'en fonctionnement, pas encore tout à fait sur les questions de ressources humaines et de coûts salariales et de coûts en 0,12, mais le chemin qui a été engagé me semble être le bon. Il est partagé. Il reste à définir si la solution de cette barquette en inox, qui moi me semble être la solution à retenir et que je défends, c'est une barquette qui est moins lourde, qui nous permet finalement peu de transition de nos métiers, et nous demande quelques ajustements, que le retour au bac inox, pour le coup, où j'aurais du mal à convaincre les salariés, que ça continuerait à m'inquiéter sur la nécessaire protection de chacune et de chacun d'entre eux sur la lourdeur d'une tâche pareille. Voilà, j'ai dit Laurent, j'espère avoir respecté le Merci. timing. C'est parfait. Merci pour cet état des lieux, puis finalement, qui soulève toutes les problématiques de ce changement de contenant. Merci pour cette présentation. Jean-Luc, je vais te demander une réaction peut-être aux propos de Grégory Mèche. Mais ce qu'a présenté Grégory, c'est vraiment une illustration de tous les défis de tous les acteurs de la restauration collective, hein, qui mettent en fait en tension. D'un côté, il y a des volontés politiques, des aspirations sociétales, parents d'élèves et du grand public. Il y a des contraintes opérationnelles dans les cuisines. Et puis, de l'autre côté, il y a des efforts des industriels pour proposer des solutions et des investissements dans les usines pour proposer des choses qui puissent répondre à toutes ces contraintes qu'a évoqué Grégory. Et effectivement, si on revient sur l'inox et les bacs gastro, c'est vrai que ça n'a jamais été des contenants prévus pour faire de la logistique ni faire du transport. Et donc, il était important que, en tout cas, les bacs inox doivent se réinventer et en étant plus légers, empilables, faciles à laver. Parce que là, on parle de volume énorme, hein, on parle de plus de milliers à 10 000 bacs par centre de fabrication.
Facilité aussi de fermeture, Grégory l'a pas abordé, et la traçabilité, de pouvoir mettre une étiquette sur un bac inox, c'est toujours très très compliqué. Et donc on est aussi dans cette discussion. Doit-on gérer un couvercle pour faire la fermeture, ou doit-on garder les avantages qu'on a toujours connus du scellage? Et la solution présentée par Grégory, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tout son sens pour éviter justement cette gestion d'un couvercle qu'il faut laver, qu'il faut ramener en cuisine. Merci Jean-Luc. On va passer tout de suite la parole à Antoine, Antoine Massenet, donc une société privée, Quadrature Restauration. Quelles sont pour vous les problématiques majeures par rapport à ce changement de contenant, à la fin du plastique? Bonjour à tous, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Aujourd'hui, pour faire un petit rappel, Quadrature Restauration, c'est une structure de restauration collective privée en Île-de-France qui sert à peu près 30 000 enfants par jour en liaison froide depuis 2 cuisines centrales aux alentours de Paris. Nos clients sont uniquement des collectivités territoriales et donc, pour le coup que des mairies, puisque nous servons uniquement des écoles maternelles et élémentaires. La question se pose bien évidemment sur le réemploi des contenants. Nous, on a pris je viendrai sur les conséquences de ce qu'on pourrait avoir avec les bacs inox ou toute autre solution de réemploi. Euh, on a pris une décision en 2020, c'est d'arrêter complètement les contenants en plastique. On travaille depuis cette date, quelle que soit la typologie de plat que nous proposons, en barquette en cellulose. On a proposé ça à nos clients donc dès 2020, quelles que soient les contraintes dans les marchés publics. Ça a été un choix de notre part de répondre en cellulose. Ça a été un vrai succès puisque tous nos clients sont satisfaits. Nos équipes, ça a été assez facile de faire une transition entre le plastique et la cellulose. Et pour nous, au-delà, on sait que la cellulose a un coût supérieur aux barquettes en plastique. Ça a été on a eu des gains puisque on ne changeait plus les matrices, etc. Donc, uniformiser la production, ça a été pour nous essentiel. Et aujourd'hui, tout le monde est satisfait, nos clients le sont. Nous fournissons bien évidemment tous les tests qui ont été faits par nos fournisseurs, les tests que nous faisons nous-mêmes. Et c'est un vrai succès. Néanmoins, se pose la question de demain. Aujourd'hui, nos cuisines ne sont pas équipées pour passer en bac inox. L'investissement est très très lourd, mais au-delà de parler de l'argent, c'est nos craintes sont essentiellement par rapport à nos agents. En cuisine centrale, on a à peu près 150 personnes qui portent tous les jours les barquettes, les plats, etc. Et vous évoquiez tout à l'heure, Grégory, la partie sur les TMS. Et aujourd'hui, on ne souhaite pas, dans les conditions dans lesquelles nous avons construit nos 2 cuisines, aller vers l'inox pour la raison des TMS, déjà chez nous. Ça le sera peut-être pas dans le futur, puisque comme, alors je suis désolé, je me souviens plus du prénom, monsieur de Rescassette, quand on a des projets des nouveaux projets, là, on peut intégrer une réflexion globale sur la mise en place de solutions liées à l'inox. Et ça, ce sera dans à court et moyen terme qu'on le fera. Mais en tout cas, sur nos cuisines, le point le plus négatif, c'est les TMS. Les TMS chez nous, mais aussi chez nos clients. Nos clients, qui sont donc que des collectivités, un peu comme donc sur la caisse des écoles du 20e, c'est essentiellement des femmes. Et porter toute la journée, c'est un coût, enfin, c'est un poids énorme. À titre de comparaison, on a fait une petite étude sur un site où il y a 3000 couverts. C'est un peu plus de 700 kilos de charges portées supplémentaires. Donc l'impact est énorme si on le met à l'année. Donc, pour nous, ça a été un des vecteurs enfin, au départ sur les points initiaux pour ne pas migrer vers le bac sur nos structures.
De plus, il y a un impact sur tous les investissements qui doivent être faits sur site. Et aujourd'hui, je parle pour mes clients, s'il faut changer tous les fours, intégrer un lave-batterie ou ce genre d'éléments, c'est très, très complexe. Pour ma part, je préconise essentiellement de travailler sur les filières de récupération des barquettes en cellulose qui sont, à mon sens, sous-développées en Île-de-France. Heu, on essaie, hein, avec nos clients de faire récupérer pour faire du compostage industriel, mais c'est assez complexe. Donc je pense que les fournisseurs de barquettes, au même titre que Rescasset ou, heu, ou ses concurrents, nous on achète, enfin chez nous on achète chez Sorepac, c'est à collectivement, on doit trouver les solutions pour, trier et pour composter ces barquettes-là. Parce que si elles finissent dans les mêmes poubelles que les denrées alimentaires ou que le reste, ça n'a pas de sens. Et donc c'est aussi de l'éducation. Hem, donc voilà un peu la position que nous on a, heu, pour reprendre, heu, pour reprendre les grands défis que nous on a pu, soulever dans le cadre d'une transition. Si on devait, avoir un projet 100% back inox, on a 3 contraintes. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a la partie sur les TMS, mais on a la partie logistique, puisque, les bacs gastro, tels que nous on l'a étudié, auraient une incidence sur le nombre de tournées, pour les livraisons. Sur le lavage, alors aujourd'hui, il existe des laveries industrielles, heu et plutôt que d'investir dans sa propre laverie, on pourrait potentiellement sous-traiter, ce lavage. Mais pour l'heure, je considère que c'est pas 100% abouti. Et un autre point qui est essentiel, c'est quel serait l'impact sur le coût du repas? Hem, nous, on l'a chiffré à quelques dizaines de centimes supplémentaires, hein. Pour rappel, un repas est vendu entre 3,50 € et 4 €. On doit aujourd'hui, je pense, devoir ajouter entre 20 et 30 centimes, au coût du repas si on passe en réemployable, avec le lavage sous-traité. Donc aujourd'hui, toutes les contraintes, que je viens d'énumérer, hem, nous font être pas sceptiques, mais comment dire? Réticents, en tout cas sur la migration de nos propres cuisines actuelles, et les transformer en 100% bac. L'avenir nous dira sur, les nouvelles opportunités que nous allons avoir s'il est possible, s'il est faisable de passer, sur une cuisine à 100% bac. Et les études, on est en train de les mener, heu et pour le coup, on est sur des investissements qui sont colossaux, heu, ne serait-ce que pour l'achat des bacs, puisque quand on parle pour une cuisine de 15 000 couverts, on est à peu près à 3 500 bacs par jour. Donc quand on a entre 4 et 5 jeux, c'est des investissements à 12 ou 13, entre 12 et 15 000 bacs. Heu, l'impact est très, très important. Donc voilà les petits éléments que je voulais apporter, sur ce sujet. Merci Antoine. Je comprends effectivement, trouver la meilleure solution. Alors, les barquettes en cellulose, est-ce une solution, Jean-Luc Joulot? Euh, je voudrais rebondir sur ce que disait Antoine. Effectivement, en France, malheureusement, les circuits de recyclage et de compostage sont assez faiblement développés. Et c'est aussi quelque chose qui a été longuement un frein dans son utilisation. Je voudrais aussi rebondir aussi ce que disait Grégory sur les questions que se posent les gens sur l'alimentarité de ces matériaux. Moi, je voulais juste préciser que depuis 4 ans, la législation sur ces matériaux, spécifiquement cellulose et carton, qui était longtemps utilisée depuis longtemps sur d'autres applications, mais pas en restauration collective. Et maintenant, on est au même niveau d'exigence législative que sur le plastique en termes de migration, de composition chimique, d'absence de perturbateurs endocriniens. J'ai vu quelques questions dans le chat. Et effectivement,
il y a des substances qui doivent être retirées, notamment les PFAS, tous ces produits fluorés. Probablement que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Et effectivement, il faut être très, très sévère dans ce contrôle de ces matériaux, éviter qu'elles viennent de provenance éloignée et non contrôlée. Et de toute façon, il faudra continuer à étudier ces matériaux, à développer et faire l'évaluation des risques. Et parfois, ça peut paraître un peu compliqué pour les non-initiés. Quand on voit la législation française, la législation européenne, les exceptions, les décrets, l'absence de décrets, des recommandations, des avis, des études en cours. Donc, tout ça fait que ça peut paraître difficile pour des acteurs de la restauration collective de faire des choix sur ces matériaux, que ce soit cellulose, carton, et parfois certaines substances peuvent être questionnables. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les industriels français et européens font tout pour pouvoir mettre sur le marché des matériaux sûrs et qui permettent de répondre aux interrogations des parents d'élèves. Merci Jean-Luc. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Didier Thévenet. Alors Didier, tu fais partie tu fais partie d'Agores, donc tu as participé à la rédaction du livre blanc, des livres blancs, pardon. Et puis surtout, toi, tu as pris des décisions. Alors tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais à Lons-le-Saunier. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors nous aussi, je suis vice-président d'Agores, donc un peu impliqué dans la rédaction des livres blancs. Il faut partir d'un principe, c'est que, on l'a dit au démarrage, aucune solution n'est transposable à l'identique d'un endroit à un autre. Ça dépend énormément des contraintes, qu'elles soient sociales, environnementales, kilométriques et de la situation d'une cuisine centrale. Si elle se trouve intramuros ou si elle va délivrer, comme nous, c'est le cas, des petites cantines en campagne et on fait pas mal de kilomètres pour aller livrer des petits endroits. Donc, une cuisine centrale, en fait, qui a chez nous, qui a été construite en 2003, qui a 20 ans, donc qui est encore en cours d'utilisation et qui a amorti, mais qui, on l'espère, va durer encore un petit peu. Elle n'est pas du tout adaptée à l'utilisation de l'inox dans son intégralité. Pas du tout adaptée en mètres carrés, en matériel, en personnel. Donc, aucune possibilité, on va dire, d'utiliser ce genre de choses. En plus, je le rappelle, on est dans une cuisine centrale en milieu rural. Le bassin de vie fait 44 000 habitants, avec un diamètre, un rayon d'action, on va dire, de presque 80 km. Donc, cette solution technique de l'inox qu'on a étudiée chez nous, on n'est pas plus bête que les autres, on a regardé quel impact ça pouvait avoir. Et il y avait énormément d'impact à la fois au niveau social pour les agents. Effectivement, manipuler des bacs inox, ça peut être compliqué. Même si aujourd'hui, techniquement, on va trouver des solutions pour améliorer ce genre de problèmes de troubles musculo-squelettiques. Il y a aujourd'hui des machines qui vont nous aider. Mais c'est plus lié au problème du poids chez nous qui nous a freiné. Ça veut dire que globalement, on devait mettre pratiquement le double de véhicules sur la route. Et donc, du coup, la question se posait vraiment sur l'intérêt, on va dire, d'alourdir nos camions et de ne pas être en mesure de livrer, de redoubler les tournées par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a compris assez rapidement que ça avait un impact social, donc environnemental à travers les camions et à travers l'eau aussi, parce que ça nécessite un double lavage. Nous, on va servir des cantines où il y a 10 repas et on va en servir d'autres où il y a 200 repas. Donc, une diversité de modules et de formats qui est assez impressionnante à avoir. Et entre tout ça, on s'est posé la question, quelle autre solution on pourrait avoir pour répondre à cette loi Egalim qui dit qu'on ne peut plus utiliser de plastique à chaud, grosso modo, et en distribution et pour mettre à table. Donc nous, on n'avait pas de couvert, on n'avait pas de choses comme ça en plastique. Le seul plastique qu'on avait, c'était effectivement le plastique des contenants. Et on a cherché à travers nos réseaux à mettre de l'intelligence ou du bon sens, on va dire, dans nos achats. Et on s'est rapproché de Rescasset, qui a une usine dans le Doubs, juste à côté de chez nous, et à se dire comment on pourrait travailler différemment en gardant une partie du fonctionnement pour l'instant en tant que cette cuisine fonctionne, et puis essayer d'inventer une solution qui sera hybride, qui sera comme ça pour l'instant, et qui sera hybride dans le futur peut-être, en fonction des choix politiques et des avancées qu'il pourrait y avoir au niveau du matériel.
Donc, on a trouvé cette usine, on a parlé quel type de plastique on pouvait utiliser, on a réuni les comités sans plastique, enfin tous les parents d'élèves et les élus autour de nos solutions qu'on avait envisagées, dans lesquelles on avait posé la cellulose, inox, avec l'investissement qu'il y avait derrière, et puis toutes les autres solutions, et notamment une solution en PET. En PET, donc grosso modo la bouteille d'évian, hein, mis en barquette, avec des contraintes techniques chez nous. Contrainte technique chez nous, c'est-à-dire qu'on ne devait plus du tout utiliser ces barquettes à chaud. Donc, pour le froid, on est passé assez rapidement, hein, parce que ça fait maintenant presque 1 an qu'on travaille toutes les entrées fromage et dessert dans ces barquettes-là. Et puis, reste encore la question du chaud, où on est en train d'adapter notre production à refroidir avant conditionnement. Donc, ça demande des investissements et des innovations techniques, hein, qu'on achète ou qu'on va mettre nous-mêmes en place parce que ça n'existe pas encore, faire refroidir dans les marmites, refroidir toutes les post-découpes, etc. Donc on a modifié, on est en cours de modification parce qu'on sera prêt on va passer l'intégralité de notre conditionnement en PET chaud, on va dire au partir du mois de juin, on va être en test, peut-être un peu avant. Et on fait des essais de remise en température chez le client avec une barquette en inox. C'est-à-dire que nous, on va utiliser le PET comme un plastique de logistique, qui va nous permettre d'aller de la cuisine centrale jusque chez le client de façon hermétique et de façon complètement recyclable. Le PET est recyclable à 100% et a un intérêt dans le recyclage. Aujourd'hui, le polypro est recyclable, mais ne reviendra jamais en alimentaire. Il n'y a pas la réglementation là-dessus. Alors que le PET, lui, est recyclable à l'infini et peut être réutilisé en alimentaire. Et donc, il a un intérêt parce qu'on va dire qu'il coûte assez cher. Le RPET est obligatoire dans les nouveaux conditionnements plastiques. Il coûte assez cher au conditionnement, ce qui fait que globalement, il y a un intérêt pour tout le monde à le récupérer. Donc, ces tests-là sont avérés plutôt intéressants. Donc, on livre en PET, le client va remettre en barquette inox avant la remise en température. Il fait son conditionnement en fonction des enfants dans la salle et de ses tables. Et ensuite, il va faire la remise en température dans l'inox et distribuer aux enfants dans l'inox. Donc, ça nous a permis d'éviter un double lavage des bacs inox avec le retour sur la cuisine centrale. Ça nous a permis d'éviter, ça va nous permettre d'éviter le doublement des tournées. Économiquement, pour les points de livraison, ils achètent des bacs inox qui seront probablement réutilisables dans le futur. Si nous, on change de modèle de conditionnement, de logistique, ça pose aucun problème pour eux pour continuer à remettre en température avec. Donc, au niveau du coût de l'investissement qui est demandé à nos écoles, à nos petites écoles, il y a une rentabilité sur le futur. Ensuite, techniquement, chez nous, ça demande de modifier un petit peu notre façon de travailler, mais je trouve que c'est arrivé assez rapidement dans l'organisation de la cuisine et que globalement, très vite, on s'est mis à faire des refroidissements post-cuisson et juste avant le conditionnement, ce qui fait que globalement, on est prêt, on va dire, à faire du conditionnement. Sauf il reste les problèmes purée et compagnie où on va adapter des refroidisseurs sur marmite. Donc ça va arriver dans les semaines qui viennent. Au niveau des coûts d'utilisation et des coûts de passage à cette solution-là, c'est indolore, ça se ressent pas. Alors, il reste le problème de la personne âgée à domicile. Nous, on fait un portage à domicile, on a un peu plus de 500 portages à domicile. Donc, imaginez le type de territoire qu'on doit couvrir pour aller livrer ces repas. On a un réel problème avec la personne âgée à qui les membres du syndicat n'ont pas souhaité qu'on passe ni en inox, ni le réutilisable n'est pas une solution viable, puisque globalement, chez nous, souvent, la barquette va servir à nourrir le chat après le repas. Et quand on pose la question aux gens, est-ce qu'ils ont envie de réutiliser ces conditionnements-là pour une alimentation pour l'humain, ils sont pas tous fans, je veux dire, moi le premier. Donc, reste des solutions à trouver. On est en phase de progression. On sera en réel, je pense en septembre, on sera à 100% PET. Même peut-être pour la personne âgée, c'est un travail qu'on est en train de revoir avec eux. Parce que nous, on lutte contre la personne âgée qui mange dans la barquette. Donc, le fait de mettre en PET, c'est une solution. Ils ne pourront pas remettre en température dans la barquette. On aura une sécurité sanitaire avec le thermocellage, film PET, barquette PET, donc 30% recyclable et réutilisable, on va dire, dans le futur en barquette alimentaire. L'objectif qu'on avait, c'est qu'on ne voulait pas que cette modification de conditionnement entache la qualité de notre travail et les souhaits qu'on a fait
sur l'évolution de nos produits. Donc, aujourd'hui, je prends l'exemple d'une personne âgée, mais 50 € de conditionnement dans un repas, pour un repas qu'on va vendre 5, 6, 7 €, ça devenait un petit peu ridicule. On n'est pas là pour vendre du conditionnement, on est bien là pour vendre de l'alimentation saine et de qualité pour nos papis et nos mamies. Donc, vraiment un souhait de pas pas être vendeur de contenants. La dynamique territoriale, on tire avec l'ensemble de nos partenaires, on cherche des solutions. On se rend compte que c'est une vraie attente du consommateur d'avoir des nouvelles solutions. On pense que celle-ci, pour l'instant, est la moins pire qu'on ait trouvée. Et donc, on veut, voilà, on va aller au bout de ce raisonnement en démarrant la totalité de nos clients et voir un peu quel impact ça pourra avoir sur le recyclage. L'idée finale qu'on a, c'est d'être nous-mêmes récupérateurs de ces barquettes en PET et de nous-mêmes les valoriser auprès des industriels. Donc, ça demande un peu de travail, mais globalement, aujourd'hui, les barquettes sont mises dans les bacs de recyclage et c'est pas nous qui bénéficions de cette revente. L'idée, c'est de récupérer cette valeur ajoutée et de la revendre de chez nous à des recycleurs, notamment potentiellement la société Rescassette avec qui on est en partenariat. Donc voilà un peu ces genres d'idées qu'on essaie de faire avancer pour l'instant pas tout péter dans la cuisine parce qu'on n'a pas les moyens de mettre 10 millions dans une cuisine centrale pour l'instant. Dans 5 ans, quand on commencera à travailler sur le prochain outil, évidemment, on aura d'autres réflexions, mais pour l'instant, on va faire avec ce qu'on a et donc la solution est choisie, c'est celle-ci. Voilà. Merci beaucoup Didier. Jean-Luc, une réaction et après je demanderai la parole à Charlotte pour déjà voir toutes les questions que l'on a, les commentaires. Je remercie tous ceux qui nous passent les textes de loi avant qu'on revienne sur ce sujet-là. Merci à vous tous. Et donc Jean-Luc. Et la préciser, hein, le PET, c'est effectivement la seule résine plastique qui permet le retour à l'alimentaire. Et c'est aussi une des résines où les filières de recyclage sont les plus développées avec les bouteilles d'eau. Mais ce qui est fait à Lons peut être aussi fait en polypro. Hein. Il y a aussi des filières de recyclage du polypro, mais c'est certainement mieux en PET. Mais ça a la contrainte effectivement du conditionnement à froid. Et en tout cas, je l'avais déjà dit, la restauration collective étant un milieu non ouvert, on va dire, ça permet d'avoir un recyclage et une collecte des déchets plastiques plus efficace. Et puis en plus, quand on utilise le plastique que pour de la logistique, on peut baisser les épaisseurs, on peut faire des contenants qui sont adaptés aux cagettes de transport et on peut économiser en poids entre 50 et 70% du plastique qu'on utilisait avant quand on faisait de la réchauffe. Donc, cette solution a le mérite en fait de combiner sécurité, légèreté sur le transport en plastique et effectivement lever les doutes sur la réchauffe en réchauffe inox. Et dernier point, ce que m'avait dit Didier, c'est qu'en termes de budget, c'est probablement de toutes les solutions la plus économe et en tout cas celle qui demande le moins de changements dans une cuisine qui n'a pas les moyens effectivement de tout repasser en bac inox. Ça me paraît effectivement une solution super intéressante. Merci Jean-Luc. Il y a beaucoup de questions, excusez-moi Laurent, sur le livre blanc Agores, les livres blancs Agores, et le 3e opus va sortir prochainement. Alors l'idéal c'est d'être adhérent à Agores, mais je ne vais pas faire de l'art ici, c'est pas le lieu. Sinon vous pouvez les trouver. Il me semble que maintenant ils sont libres d'accès en téléchargement sur le site. Alors est-ce qu'il faut être adhérent ou pas? Il faudrait que j'aille voir, mais globalement agores.fr, je crois, vous allez trouver une solution. Merci beaucoup. Effectivement, ce que je voudrais, Charlotte, je sais que vous devez nous quitter, vous avez une réunion à 15 heures. On voit déjà un petit peu les difficultés parce que les cuisines ne sont pas adaptées, parce qu'il y a le problème des TMS. Et puis, il y a le problème du lavage. Didier l'a bien évoqué, c'est-à-dire le doublement. Ce problème de lavage, c'est le doublement des tournées, c'est-à-dire il faut ramener les bacs sales, donc ou sales ou propres, et puis les désinfecter après. Donc, effectivement, c'est très complexe le fait de passer tout à l'inox. Quel est votre sentiment par rapport à tout ce qu'on s'est dit là déjà, et si vous avez vu un certain nombre de commentaires
de nombreuses questions, en fait, sur la question de la fin totale du plastique ou partielle du plastique. Merci Laurent. Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre à absolument toutes les questions qui ont été posées parce que comme je vois, il y en a beaucoup et c'est très bien que ça génère autant de questions. Alors, sur la question du lavage, en effet, selon la configuration et l'organisation de la cuisine, des cuisines, ces solutions, elles peuvent être soit internalisées, soit externalisées. Ce qu'on encourage de toute façon, c'est de faire une étude avec les différents scénarios, comme des études qui ont pu être faites notamment au sein d'Agores, j'en reparle à nouveau, de manière à voir quelle est la solution la plus adaptée. En effet, vous parlez des tournées de livraison qui doivent être doublées. Il y a des impacts qui n'existaient pas aujourd'hui dans les fonctionnements actuels qui viennent en plus, d'où l'importance d'avoir des outils tels que la CV dont M. Joulot a parlé au début du webinaire. Et justement, à ce sujet-là, nous, ADEME, donc, on propose un outil qui est un cadre de référence méthodologique aux ACV, justement pour accompagner les différents acteurs, de manière à vraiment essayer d'identifier la solution d'emballage la plus adaptée et de comparer en fait les différentes solutions pour prendre en compte tous ces impacts dont on a parlé. Voilà, sur le lavage, sur les tournées concernant les risques TMS qui sont beaucoup revenus aussi. Bien sûr, c'est une réalité aujourd'hui et il ne faut pas botter en touche sur cette question. Le dispositif d'aide dont j'ai parlé tout à l'heure permet justement d'accompagner des financements pour des équipements qui aident justement à réduire la maintenance et du coup les risques TMS derrière, sur les contenants lourds notamment. Donc ça, c'est en effet quelque chose qui nous paraît très important aujourd'hui. Sachez Sur que… les textes, pardon, Oui, Charlotte, sur les textes, on a beaucoup de questions pour trouver tous les textes de loi, puisqu'il y a pas mal d'hésitations, on voit. ça, ce que je vous propose, Laurent, peut-être, c'est de remettre le cadre réglementaire précis. Alors, je l'ai énoncé en début de webinaire, mais c'est vrai que C'est ça, dit à l'oral comme ça, c'est pas toujours facile de tout enregistrer. Mais ce que je vous propose, c'est que ça, on le remette par écrit et que vous puissiez le renvoyer à tous les participants de manière parfait, à ce parfait. que voilà, tout le monde puisse avoir accès au texte dans le détail. Merci. Voilà. Et après, pour Donc, terminer, juste avant de vous quitter, sur la question 100% sans plastique ou un peu de plastique et la réponse face à ça. Alors, encore une fois, l'ADEME n'est pas le législateur et je pense que là-dessus, le positionnement, en fait, il n'est pas uniquement côté ADEME. Et si adaptation il doit y avoir, c'est pas de notre côté que la décision sera prise. Aujourd'hui, les acteurs institutionnels ont conscience qu'il n'y a pas de solution parfaite qui existe et que tout le monde essaye de faire en sorte de trouver la solution la plus adaptée à ses contraintes, à la manière dont son organisation est en place aujourd'hui. Et voilà, mais là-dessus, moi, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. merci beaucoup, Charlotte, pour votre participation. Je sais que vous êtes très, très occupée actuellement. Bon, sincèrement, merci d'avoir participé. On vous enverra de toute façon, on reprendra toutes les questions-réponses qui sont dans le QR, puisque c'est pour ça que je vous demande de les inscrire dans le QR. On peut les récupérer et les envoyer à nos différents interlocuteurs. Charlotte, à très Merci. bientôt. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Vous aussi, au revoir.
Eh bien, maintenant, on va essayer de faire un peu un point avec Nicolas Sanmi, donc directeur associé d'un bureau d'études, Alma Consulting, puisque finalement, bon, vous avez vu, on a plusieurs cas, c'est pas si simple, il n'y a pas une solution idéale, il y a beaucoup de difficultés à aborder ce changement des contenants, donc ça se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Oui, bonjour à tous. Merci Laurent pour la suite. Oui, en effet, merci pour de me faire intervenir finalement à la fin, puisque ça me permet de faire un peu le tour de table, un petit peu le point sur les différentes solutions qui ont été présentées. Et puis nous, Alma Consulting, nous, on est bureau d'études. Donc on est là, on est consultant, complètement indépendant, et on essaye effectivement aussi de faire le tri parmi en France toutes les solutions qui sont testées, qui sont en place, qui sont satisfaisantes ou d'autres moins, et on essaye d'avoir ce regard un peu voilà, pour essayer d'accompagner sur les prochains dossiers, les prochaines collectivités, prochains hôpitaux. Pour apporter les meilleures solutions possibles dans l'avenir. On voit bien que chacun effectivement a sa solution, a son modèle, et là encore une fois, oui, moi c'est pareil, hein, on est vraiment, on n'amène pas, il n'y a pas de solution miracle, quoi. Sinon ça saurait, on aurait déployé la même solution quasiment dans toutes les structures de collectivité. Il y a plein de secteurs d'activité différents, il y a plein de contraintes, et je crois que le maître mot, c'est effectivement de s'adapter à chacun, et envisager sa transition avec son contexte, quoi. C'est vraiment ce qu'on fait quand on arrive sur une mission et quand on essaye d'apporter et d'aider et d'accompagner nos clients, c'est d'essayer de comprendre le contexte, d'évaluer les enjeux, d'évaluer les contraintes, les exigences, et ensuite d'aller effectivement sur la même direction, d'être conforme en 2025. Mais peut-être que tout le monde n'a pas la même solution, n'a pas la même philosophie ou ambition pour l'atteindre. Et on verra, oui, il y a de multiples solutions en place. Si je fais peut-être un rappel, enfin un rapide tour effectivement de tout ce qui existe, en gros, quand on essaye de proposer cette transition, au tout début, il y a quelques années, les premières expérimentations, c'était des bacs, on voulait vraiment garantir exactement le même niveau de, de, le même niveau sanitaire, le même niveau de scellage, le même niveau de process finalement entre une barquette et un bac inox. Donc les premières expérimentations, c'était très ambitieux, c'était effectivement, voilà, on voulait avoir le même résultat livré dans un satellite que si on avait un départ cuisine centrale en barquette. Donc le cahier des charges avec les premières expérimentations, c'était il fallait que ce bac il ferme très fort, il soit complètement inviolable pendant le transport au même titre qu'une barquette, on puisse avoir sa traçabilité. Fallait qu'il arrive en office, parce que du coup, une barquette, c'est transparent. On voit le produit quand il arrive en office. Pour les agents, c'est facile à traiter. Sauf qu'un bac inox, quand il arrive et qu'il est fermé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas si c'est une entrée, un dessert, un plat cuisiné. Donc, on a plein de contraintes pour les agents des satellites. Donc, on a essayé de faire cet exercice avec ces premiers bacs qui ont été testés et qui ont été mis au point. Alors, à l'origine, c'est Rieber, Matfer, Bourgeat qui ont été partie prenante pour ces premières expérimentations pour des grandes cuisines, des grosses cuisines, des grosses structures. Et ces premiers bacs, ils ont été sortis et ils ont été déployés sur des premières cuisines centrales. Ils sont technologiquement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Effectivement, on peut secouer le bac, il se transporte de façon tout à fait adaptée, et il fait le job. Sauf qu'effectivement, à l'arrivée, on voit quand même que les ouvertures de ces cuisines-là sont, voilà, c'est satisfaisant sur le plan technologique, mais c'est quand même des technologies qui coûtent assez cher. Il faut mettre au vide ces fameux bacs, il faut les sceller, ça prend du temps. Il y a des petites valves qui viennent fermer hermétiquement ces bacs. Donc, on a développé un concept qui est très bon, qui répond au cahier des charges d'origine, qui remplace la barquette, mais qui est très lourd et qui nécessite pas mal de manipulation, évidemment du lavage, évidemment des tournées, etc. Mais en tout cas, on a trouvé une solution. Et là, on se rend compte, effectivement, en tout cas, c'est le retour que j'ai, moi, à force d'explorer les différentes solutions, on a aussi des municipalités qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas les tailles critiques pour se payer ces outils-là, ces mises sous vide, etc. Et on se dirige aussi sur des deuxièmes niveaux, on va dire des deuxièmes niveaux d'expérimentation et de solutions qui seront peut-être un peu plus light, un peu plus souples,
avec un peu moins d'investissement pour les mettre en œuvre. Et en ce moment, moi, je trouve qu'on assiste un petit peu à cette demande-là dans nos missions conseil. Donc on a, effectivement, en 2e solution, ces barquettes inox qu'on voit qui sont, proposées par Rescassette depuis quelques mois. Sur le papier, effectivement, ça marche bien et puis on a le fameux bac, classique, hein, sans mettre de vide d'air, sans le sceller et le mettre au vide. On a un bac étanche tout simple, que l'on presse et puis qui fait le job aussi. Donc on a aussi, ces solutions-là. Par contre, ce bac étanche, il est quand même relativement lourd. Donc on a, voilà, on a d'autres solutions. Donc chacun va effectivement trouver sa formule avec son budget, ses contraintes économiques, ses contraintes de laverie, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'accepter un certain compromis et de ne pas faire le Big Bang autour de ce bac inox qui était à l'origine voilà, très coûteux et très technologique. Mais chacun essaye de trouver sa solution. Alors, la solution barquette avec le scellage reste cassette, donc là, on est dans controverse. Moi, je l'ai déjà proposé, on l'a déjà évalué dans différentes collectivités. Il y a des collectivités aussi, alors Jean-Luc nous dira quels arguments il a, mais on a des collectivités qui n'en veulent pas, puisqu'effectivement, il reste un film qui est présent. Et on a des collectivités qui vont au-delà, effectivement, de cette transition, de ce réchauffage, etc., et qui considèrent qu'il faut aller aussi jusqu'au zéro plastique. Donc vraiment, dans le satellite, on a zéro plastique qui arrive, que ça soit pour l'entrée, pour le film du plat cuisiné ou pour toute voilà. Donc on a effectivement ce discours-là hein, qu'on a voilà, malgré que sur le papier, cette barquette elle est très légère, elle remplace l'inox, elle est durable et ce contenant il est tout à fait adapté. Mais en tout cas, on a aussi des réticences, nous, que l'on voit apparaître par rapport à ce produit-là. Voilà, et puis les bacs avec un simple couvercle étanche, ça fait le job. Les DLC sont garantis aussi. On peut aussi, sur ces bacs étanches, mettre un système de banderolage, donc un système de papier pour rester vertueux et sans plastique, qui nous assure la traçabilité du produit, la visibilité, effectivement, de savoir ce qu'il y a dedans. Il y a une écriture comme une étiquette, etc., ou comme sur une barquette, on pouvait le voir avant. Et on a cette solution-là de banderolage qui commence aussi à apparaître sur certains tests. Donc voilà pour faire un peu le tour des différentes solutions et alternatives. Le verre, on en a parlé beaucoup, ça a été évoqué dans le livre Agores, ça a été testé aussi, mais il est très lourd ce verre et pour l'instant, voilà, il n'a pas été du tout mis en avant dans de nouveaux outils ou des outils existants. Donc je dirais qu'en ce moment, c'est vraiment voilà, ces barquettes inox, scellables, ce bac étanche classique ou la technologie vraiment puriste et ambitieuse avec ce bac et vide d'air et pas vide partiel. Merci Nicolas pour ce tour d'horizon. Jean-Luc, là, tu as le droit de réponse. Et surtout qu'il y a quand même beaucoup de questions sur cette nouvelle barquette que vous proposez, beaucoup de questions sur cette barquette avec le film. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la qualité du film. Enfin là, tu vas pouvoir répondre à tout ça. Voilà. Depuis 20 ans. Après, les bacs inox, on va dire, de liaison chaude, hein, la barquette scellée a fait ses preuves en termes de sécurité, d'herméticité, de protection, qui permet aussi la traçabilité. Donc là, je rejoins aussi Nicolas, bien évidemment, pour les gens qui auront choisi le zéro plastique, le film de scellage sera toujours une critique. Comme la critique aussi qu'on a entendue sur les joints en silicone des bacs inox. Donc, on aura toujours des gens qui critiqueront cet aspect-là, mais d'un autre côté, on garantit la sécurité et l'aspect sanitaire, les risques sanitaires, on les réduit. Et donc, c'est pour ça que cette solution, pour nous, a toute sa valeur comme un bac bien hermétique, puisque effectivement, on voit de plus en plus des gens qui, avant, n'auraient pas toléré l'herméticité, on va dire, et qui maintenant la tolèrent. Donc, jusqu'où on va, c'est toujours questionnable. Moi, ce que je dirais, c'est ne revenons pas trop en arrière. Et pour moi, il y a deux points importants. C'est l'herméticité, comme je l'ai dit, et aussi la propreté des contenants. Mais ça faisait partie d'un webinaire précédent.
où effectivement, il faut vraiment faire attention à ça et on ne doit pas tolérer qu'un contenant soit sale. Et effectivement, ça implique pas mal de choses au niveau du trempage et notamment aussi dans le design du bac pour pas qu'il y ait le bord roulé, par exemple, que l'on voit apparaître, moi, me paraît en tout cas être une problématique en termes de lavage. Donc les recoins et tout ce qui rend difficile tout ce qui rend difficile le lavage. Donc, oui, si on revient sur le film de scellage, oui, ça sera toujours critiquable. En tout cas, la solution que nous, on peut proposer, c'est d'enlever ce film avant la réchauffe, bien évidemment, pour ne pas réchauffer avec le plastique. Merci Jean-Luc. Merci d'avoir rappelé que nous avions fait un webinaire effectivement sur le lavage des contenants et vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube Défis et controverses, hein. Il est toujours disponible. Mais alors en conclusion, avant de passer aux questions, Jean-Luc, est-ce que c'est aussi tout ce débat? Est-ce que c'est pas tout un débat sur la liaison chaude, la liaison froide? Je vois des commentaires sortir de la logique cuisine centrale, comme nous dit une personne. Et vous pouvez intervenir, Didier, Grégory, Nicolas, Antoine. C'est vrai qu'en tant qu'apporteur de solutions, ce que l'on voit, c'est souvent des anciens débats qui remontent, hein, liaison froide, liaison chaude, petite unité, cantinière dans chacune des écoles. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, enfin, les intervenants et les témoignages des solutions ont montré qu'il faut avoir une approche pragmatique et qu'il n'y a pas une solution unique qui soit applicable, que si on utilise l'inox, eh ben, ça implique beaucoup de choses, notamment sur les conséquences logistiques, le lavage, les ressources humaines, qu'il faut rappeler que ce qui est interdit, c'est la réchauffe dans le plastique. Et donc aujourd'hui, pour moi, il y a 3 solutions. Selon le budget, donc Didier en a parlé, selon le contexte de Grégory est assez particulier aussi dans ses cuisines. Donc il y a 3 solutions. La solution à usage unique non plastique, qui est aussi critiquée parce qu'on s'interroge, mais qui est là et qui aujourd'hui est mise en place dans pas mal de choses. On peut aussi l'usage unique non plastique avec l'aluminium, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi cette solution-là. Après, il y a les solutions mixtes, c'est-à-dire conditionnement en plastique, réchauffe en inox dans les offices. Ça peut être aussi de la réchauffe en verre si le contenant ne se transporte pas. Et puis, bien évidemment, celle qu'on a discutée assez longuement, la solution réemployable inox ou tout inox. Mais moi, ce que je vois, typiquement, c'est qu'il pourrait y avoir des solutions mixtes. On pourrait imaginer du plastique pour le froid, la cellulose pour le chaud, du réemploi pour certaines parties des livraisons, une autre partie, par exemple, quand on fait des compléments ou quand on va faire de la livraison à domicile ou quand on va vouloir éviter le gaspillage alimentaire pour la distribution des repas aux associations. Ça, c'est aussi quelque chose qui est imposé par la loi. Il y a une autre loi qui impose aussi cette distribution. Et donc, voilà. Donc, moi, je dirais qu'en conclusion de ce webinaire, avant les questions, c'est de ne pas opposer les matériaux et de peut-être pas se précipiter. Il y a des solutions qui peuvent être des solutions transitoires, des solutions définitives. Et en tout cas, en tant qu'industriel, nous, on a à cœur d'apporter pas mal de solutions. Et je pense que tous nos confrères ont le même objectif, c'est d'aider tous les acteurs de la restauration à faire un choix. Et c'est pas si simple que ça, la preuve. Merci Jean-Luc. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose? Oui, alors moi, enfin, je confirme hein, tout ce qui a été dit et effectivement, les solutions hybrides seront probablement les prochaines étapes et trouver des solutions simples alors, et qui perturbent à minima les organisations existantes. Je pense que c'est vraiment comme dans le 20e ou dans d'autres structures où il faut vraiment s'imprégner du contexte. Il ne faut pas que cette transition en bac inox soit le chaos et l'occasion d'un changement trop brutal où voilà, il faut mettre vraiment le curseur sur ses contraintes et trouver la bonne formule des technologies qui sont maîtrisables, hein. C'est vraiment ce qu'on voit et là on travaille avec la ville de Lille où effectivement
c'est le maître mot. Quelque chose qu'on maîtrise et qui nous permette d'arriver à l'objectif, mais pas, voilà, pas forcément avec tous les coûts associés. Nicolas, j'avais une question là de Ouais. l'UPC de Montpellier. En fait, par rapport aux hôpitaux, les hôpitaux, ils en sont où? C'est encore plus compliqué pour eux. Oui, alors pour les hôpitaux, c'est un sujet qui est intéressant parce que, eux, ils sont pas contraints, d'aller vers cette transition et de mettre du réutilisable, donc sauf pour les services de pédiatrie, donc les moins de 6 ans, maternité et cetera, donc c'est des cas spécifiques. Ou s'ils distribuent des repas, pour une structure à côté d'école ou des choses comme ça, bien entendu. Donc, là, on aborde les dossiers un petit peu différemment. C'est vraiment donc soit ils restent comme ils sont, ils peuvent rester en barquette avec, les barquettes sur les plateaux, les barquettes, de service, dans les salles à manger d'EHPAD et cetera. Ils ont tout à fait le droit de continuer de réchauffer dans ces contenants-là. En revanche, on amène les dossiers un petit peu là différemment et on met le focus sur, l'aspect environnemental évidemment, le gain de barquettes et le gain, qu'on peut faire en éliminant ces barquettes plastiques des plateaux et des salles à manger d'EHPAD. On l'amène, avec le côté donc nutritionnel dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on essaye de dire que, présenter dans une assiette, revenir à l'assiette porcelaine, hein. Alors il y en a encore beaucoup, hein, qui sont en assiette porcelaine et il y a beaucoup de structures médico-sociales en bac inox, bien entendu, mais revenir, en présentation, remettre, aussi une entrée dans un ravier porcelaine, ou réchauffer dans une assiette porcelaine, son plat cuisiné, effectivement, et ben, ça concourt à ce qu'on puisse mieux manger aussi en hospitalier. Donc c'est toute la qualité et la prestation hôtelière qui est mise en avant pour résoudre le problématique, développement durable, et éviter d'utiliser barquettes et effectivement, faire mieux manger les gens. J'ai souvenir de quand on va dans des salles à manger d'EHPAD, quand on sert, quelque chose dans une entrée dans une barquette plastique, on voit les personnes âgées, elles n'arrivent pas à couper dedans, elles n'arrivent pas à se servir du truc et c'est quand même, voilà, donc tout ce qu'on peut faire pour, présenter en contenant, réutilisable, on essaye de le pousser par ce volet-là et effectivement, on arrivera aussi à cette transition parce que là, on voit que c'est surtout le secteur scolaire pour 2025 qui est en jeu, 2025-2028, mais tout le secteur médico-social et cetera et hospitalier sera à suivre. C'est une évidence et en tout cas, on essaye de l'amener. Donc il y a plusieurs exemples. Le CHU de Limoges, par exemple, qui était en liaison chaude il y a quelques années, qui a fait une cuisine centrale neuve. Et à l'occasion de cette cuisine centrale, on n'a pas voulu basculer en barquette, basculer en liaison froide classique, barquette. Et là, c'est vraiment un nouveau concept en liaison surgelée. Donc, le plat cuisiné, il est conditionné sur une assiette porcelaine qui est de Limoges, hein, qui a été justement aussi, en parlant d'ancrage territorial, Didier, qui a été chercher le développement et la fabrication d'une assiette en partenariat avec un industriel de Limoges. Et cette assiette, elle est surgelée. Bon, là, du coup, c'est pour répondre à leur manière à Egalim, hein, au gaspillage alimentaire et à un stockage de ces assiettes-là, pour créer une carte brasserie, ce qu'on appelle une carte brasserie dans l'hospitalier. Donc c'est une carte, avec des plats du jour, mais qui sont pas, dans un plan de menu classique comme on voit dans la restauration scolaire. Donc on a essayé de faire ça. Alors chacun aussi dans l'hospitalier essaye, selon ses ambitions, selon, ses budgets, selon ses sensibilités, d'amener, du contenant réutilisable. Mais là encore, il n'y a pas cette démarche politique comme il peut y avoir dans le côté scolaire, quoi. C'est vraiment une démarche volontaire et ambitieuse aussi, donc elle est d'autant plus vertueuse, mais en tout cas, il y a des solutions. Il y a des solutions, pour les amener aussi. Alors l'exemple du CHU de Montpellier, c'est un peu particulier. Moi, j'avais participé à ce dossier il y a une dizaine d'années, c'est de la robotisation et là encore, du coup, ça permet de rebondir sur le fait qu'il ne faut pas figer les technologies, il ne faut pas figer, les process. Il faut essayer d'être souple parce qu'on ne sait pas effectivement, on voit, que là, on a un casse-tête à résoudre avec cette problématique, de back inox et de barquette et au CHU de Montpellier, on avait mis des robots. Alors à l'époque, les robots, c'était pas de la cobotique comme aujourd'hui, des petits robots, c'était des robots encore très onéreux et qui coûtaient très cher. Mais en tout cas, il y a eu une chaîne plateau qui a été créée à Montpellier. C'était le 2e CHU en France qui s'équipait, après Valenciennes, et qui permet de mettre les barquettes sur des plateaux. Donc la technologie, on peut dire qu'aujourd'hui, si on veut passer en porcelaine, c'est impossible, hein, bien entendu. Mais en tout cas, on a aussi des exemples de process, voilà, dans l'hospitalier, ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Didier, tu voulais intervenir?
Ouais, je lis un petit peu les chats et je trouve je trouve qu'il y a beaucoup d'extrémisme dans certaines lectures de la législation et ça m'inquiète parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais je pense que tout le monde n'ira pas à la même vitesse et c'est pas d'aujourd'hui que ça fonctionne comme ça. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Si certaines collectivités ont décidé de mettre le paquet sur le sujet et de pas refaire les routes, par exemple, pourquoi pas. Mais après, il faut prendre en compte aussi l'économie des territoires. Et c'est parfois l'engagement politique, il est là, mais l'économie n'y est pas. Donc à un moment donné, on peut pas prendre l'argent quand on n'en a pas. Donc il faut laisser le temps aux choses. Et je rejoins assez Jean-Luc de dire voilà, faisons les choses, tout le monde à notre rythme, on a tous le même objectif. De toute façon, c'est de trouver des solutions qui soient bonnes pour l'environnement et bonnes pour le consommateur et bonnes pour tout le monde. Mais malheureusement, si on avait une baguette magique, ça serait déjà fait. On n'en a pas, donc je pense que tout le monde avance à son rythme et tout le monde tend vers ce même objectif. Donc laissons les choses se faire au rythme où on peut les faire. Et moi, je vois pas de mauvaise volonté ni de gens qui sont contre tous ces changements. Tout le monde veut y aller, mais on n'a pas tous la même possibilité, pas tous les mêmes moyens, pas tous la même conjoncture économique et environnementale. Et donc, du coup, ça pose des problèmes. Mais je veux dire, par exemple, tout le monde n'est pas à la loi Egalim aujourd'hui. Tout le monde n'a pas 50% minimum de produits sous signe de qualité et 20% de bio. Moi, je les ai. Je sers dans du PET, mais je fais 55% de produits sous signe de qualité, 35% de bio. Alors, est-ce qu'il vaut mieux mettre de la merde dans des barquettes en inox, il vaut mieux mettre de la bonne bouffe dans des barquettes en PET. Voilà, moi, tu me connais, je suis genre jetage de cailloux dans la mare, mais c'est la vraie question qu'on peut se poser quand même. Il y a pas que le contenant, il y a un peu le contenu. Si on pouvait un peu en parler, des fois, ça m'arrangerait. On a des questions aussi sur la pasteurisation dans des emballages non plastiques, voire la question du sous-vide. Est-ce que finalement tout ça c'est fini? Est-ce qu'on doit, enfin comment on fait aujourd'hui si on veut faire de la pasteurisation ou si on veut faire du sous-vide? On peut faire de la pasteurisation en inox sous vide, hein, ça existe. Hein. Il y a des tests sur des cuissons en bac inox sous vide. Enfin, il ne faut pas oublier que cette loi Egalim, alors d'aucuns vont dire qu'elle est ancienne et qu'il fallait se bouger un peu plus tôt, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le temps industriel derrière où on doit aussi réagir et on doit inventer des solutions. Et encore une fois, ça prend du temps, ça prend du développement, ça coûte de l'argent aux entreprises qui travaillent sur le sujet pour des fois arriver à des trucs qui ne verront jamais le jour. Donc ça va prendre du temps. Et moi, je suis persuadé qu'on va peut-être revenir à faire de l'autopasteurisation en petit pot. On va peut-être revenir. Il y a peut-être des solutions alternatives. Et ben pourquoi pas. Mais on peut pas tout. Il n'y aura pas une solution idéale pour tout. Il y aura des solutions qui vont s'adapter en fonction des contraintes et du client et de l'endroit et de plein de choses. Donc en fait, c'est un Rubik's Cube avec 48 couleurs et 4 faces. Bon courage. Merci Didier. J'ai une question pour toi, Jean-Luc. D'où proviennent les barquettes cellulose, fournisseurs, producteurs? Les barquettes cellulose sont-elles réutilisables ou à usage unique? Et rentrent-elles dans la réglementation réemploi puisque biodégradable, j'ai arrivé, via filière de gestion des déchets, comme tu as mis en place, Didier? Alors, sur la provenance, elles peuvent être diverses, mais en tout cas, celle que nous on prône et que je pense que tous les confrères prônent, c'est provenance européenne, idéalement française. Donc ça, c'est le premier point. Non, ça ne rentre pas dans le réemploi, puisque c'est effectivement de l'usage unique. Et comme je le disais, la difficulté parfois de trouver les bonnes sources pour le recyclage ou en tout cas le compostage quand elles sont compostables. Oui. Merci. François, Pardon, vas-y Didier. Non, vas-y. Ouais, le compostable, je suis pas hyper fan des contenants compostables parce que je pose une question, mais je connais un peu la réponse. C'est pas parce que ça disparaît à la vue que la molécule elle est plus là. Donc si on l'a pas dans l'aliment, on peut l'avoir dans l'eau. Donc je pense que les solutions compostables aujourd'hui, elles ont toute une petite molécule plastique et il vaut peut-être mieux avoir ingéré une barquette entière en plastique où on sait exactement elle disparaît pas et on est obligé d'en faire quelque chose, plutôt qu'une molécule qui va disparaître dans la nature et qu'on va retrouver dans la flotte. Donc je suis pas fan. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur tout ce qui est carton et cellulose, ça peut être effectivement compostable quand c'est compostable, donc souvent des filières industrielles, mais effectivement, je suis assez d'accord avec Didier, je pense que le recyclage du carton
Donc, en fait, ces barquettes-là peuvent être recyclées via les filières carton que l'on connaît dans les bacs jaunes. Hein. C'est tout à fait possible. François? Oui, moi je voulais poser une question à Jean-Luc sur l'inox et s'il était né en Inde, en Chine, élevé en Pologne et distribué en France. C'est une allusion Donc, non cachée au cycle d'approvisionnement de l'inox, comme certains autres parlent du cycle d'approvisionnement des produits alimentaires. alors, effectivement, on peut trouver des produits typiquement chinois, et notamment avec des nuances d'inox qui sont en 201 pour les spécialistes, où effectivement il y a moins de nickel et moins de résistance à la corrosion. Et effectivement, ceux-là, il faut vite les fuir. Mais je dirais que tous les fabricants, on va dire, de la place, en tout cas, qui servent la restauration collective, Hébert, Bourgeat et Rescasset désormais, on propose des inox européens. Difficile d'avoir que de l'inox français, mais on a aussi un fabricant, je rappelle, Aperam, qui fabrique dans le Nord et qui les découpe à Guignon. Donc, voilà. Donc, en tout cas, pour Rescasset, c'est de l'inox français. Ouais. Merci. Antoine, est-ce que tu as trouvé une solution suite à nos échanges? Je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une solution et qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on aille dans le temps. La contrainte, le timing qui a été évoqué pas mal dans la discussion au 1er janvier 25 me fait penser que de toute façon, la difficulté en approvisionnement en inox pour tout le monde ce jour-là, j'ai un peu de mal à l'imaginer. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent, ce que vous utilisez à Lons, ce que vous avez proposé là à l'instant, Jean-Luc. Nous, on étudie toutes les solutions qui peuvent être mises en place. J'attache personnellement une importance à la question de François, c'est-à-dire d'où vient l'inox, de quelle qualité est-il. Nous, on a mis en test sur 2-3 collectivités parce que on voulait voir hein, ce que ça donnait. En réalité, je crois qu'il n'y a pas de solution évidente aujourd'hui. Il ne faut pas que ça s'oppose. Nous, on a la chance de faire que du scolaire. Donc, à la limite, c'est une chaîne de production. Donc, mais je pense à nos confrères, qu'ils soient publics, privés, qui font du multisegment, l'inox pour le portage à domicile, j'ai un peu de mal à l'imaginer. À les récupérer, faire nettoyer. Donc, tout ça et pour moi, tout ça n'est pas mûr. En tout cas, personnellement, pour moi, ça ne l'est pas. Je verrai dans mes projets de future cuisine comment j'intègre ça. Mais aujourd'hui, c'est une interrogation. Ça m'a servi cet échange, mais le point d'interrogation est toujours aussi grand. On a aussi des questions. Ah, tu voulais ajouter quelque chose, Didier, vas-y. Et je voudrais parler, moi, des couvercles après. Hein. Non, mais après, c'est normal qu'on se pose tous des questions et que les solutions ne tombent pas du ciel, mais il faut faire des choix. Donc, on fait des choix à notre âme et conscience. Ça ne veut pas dire je suis pas ingénieur multimodal. Hein. C'est-à-dire que moi, je m'occupe d'une centrale et qu'on essaie de faire preuve de bon sens pour éviter les embûches. Voilà. Donc, effectivement, je suis pas sûr que même une solution qu'on choisisse aujourd'hui soit encore bonne dans 10 ans. Donc, il faut avoir une réflexion aussi avec le prisme du temps et de se dire que trouver une solution maintenant qui sera peut-être évolutive dans le temps paraît être le plus pertinent. Alors, on a des questions sur les couvercles. Alors, soit Jean-Luc, si tu peux peut-être y répondre, parce que effectivement, en fonction de ce que l'on met dans le bac, finalement, le couvercle, il peut être étanche, sous vide, ou c'est peut-être, on peut peut-être aussi s'adapter à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs types de couvercles. Donc, le premier qui a été testé, comme ce qui a été dit, c'est un couvercle avec un joint, qui permet avec une mise sous vide. Donc, ça, c'est le premier. Donc, il y a l'inconvénient d'être assez cher, 3 fois le prix du bac. Donc, ça aussi, et augmentant le prix et posant quelques soucis au niveau du lavage. Après, vous avez des couvercles, effectivement,
soit juste avec un petit joint, mais qui est juste à poser, ou un couvercle qui sera sans joint du tout. Donc après, la difficulté, c'est effectivement de garantir l'herméticité. Donc il y a des systèmes de banderolage qui apparaissent, mais qui ne garantissent pas qui n'empêchent pas les fuites. Et donc, et les poids, parce qu'en fait, typiquement, vous doublez le poids du contenant avec un couvercle, puisque pratiquement le couvercle fait le poids du contenant. Donc, on peut faire, effectivement, donc nous, on propose la solution CELAM, mais effectivement, le couvercle est une solution de fermeture, mais il faut, comme j'avais déjà dit, bien le gérer en aller-retour et en lavage. Et puis, sachant aussi qu'un couvercle a une tendance un peu à se déformer plus facilement que la barquette sur laquelle il est. Et en général, une collectivité va changer beaucoup plus de couvercle que de contenant. C'est vrai qu'on a quand même abordé avec Grégory la question fondamentale des ressources humaines. Changer tout pour de l'inox et avoir des problèmes avec les ressources humaines alors qu'elles sont clés, c'est juste impensable, alors qu'on a des problèmes de recrutement. Donc, il est évident que la solution transitoire s'impose peut-être aussi pour la caisse des écoles du 20e arrondissement. Grégory, oui. Mais de quel point de vue? Excuse-moi, Alors en fait, par rapport justement à ces TMS, à ces problèmes de TMS de poids, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas passer du jour au lendemain sur des gros bacs en inox. C'est la raison pour laquelle moi je porte, même si je n'en serai pas le décisionnaire final, la solution de la barquette telle que Jean-Luc l'a rappelé, et aussi de rassurer nos collègues qui nous écoutent. Moi, il y a 14 mois, je n'aurais pas pu tenir le discours que je vous tiens de cet après-midi. Cette barquette en inox n'existait pas, elle ne nous avait pas été présentée. Elle est arrivée dans le courant de 2023, et donc d'autres collègues l'ont dit, il faut être pragmatique, on fait par étapes. Le chemin, il est connu, c'est le chemin de la loi, et le chemin, si on le prend sur un prisme de sauvegarde de la planète, un sujet de transition écologique. Donc, on n'a pas le choix, et moi, je suis clair avec les agents de la caisse, on ira, et on ira en mesurant chacun des effets de ce passage. La barquette en inox de Rescassette, telle que je la connais aujourd'hui, elle fait 430 grammes, vide, sans couvercle, sans film. Un bac en inox sans couvercle, ça fait 1,2 kg. Donc, une barquette en inox, ça fait 3 fois moins de port de charge lourde. C'est nécessairement 30 fois plus qu'une barquette en celluleuse ou une barquette en plastique. Donc, forcément, ça sera plus lourd. Mais je dis toujours, et j'ai vu que dans les échanges, il y avait des sociétés qui accompagnent beaucoup des acheteurs publics comme nous sur la lutte contre les TMS avec de l'automatisation, des outils, des machines. Donc, y a pas je dis pas qu'il n'y a pas de limite à la technique. Et Didier le disait aussi tout à l'heure sur la capacité de chacun de nos territoires à porter un tel investissement, une telle charge. Et je l'ai dit dès mon propos, Paris a cette chance, les caisses des écoles parisiennes ont cette chance d'être très bien soutenues et d'avoir la force de frappe de la manne financière parisienne derrière. Mais du reste, elle n'est pas inépuisable, c'est un choix politique. Sur la question des moyens financiers, même si tout ça reste encore à l'étude, il y aura nécessairement de la formation, de l'accompagnement de cabinets d'expertise sur le nouveau geste à appliquer par nos agents de restauration, par les allotisseurs, par les chauffeurs. Ça impliquera peut-être que nos camions soient allongés, moi, ils ont déjà tous des haillons, mais enfin, on sait tous, on ne va pas rentrer dans le détail cet après-midi, que chacun des points qui seront soulevés par le ou les scénarios qui seront les solutions définitives ou les solutions encore intermédiaires avant d'avoir la solution ultime, si tant est qu'il y en ait une, ou si tant est que l'échéance ne nous soit pas reportée, ce qui nous aiderait en termes de respect calendaire. Donc moi, je ne suis pas inquiet. J'ai simplement dit dès le départ que cette nécessaire transition, il fallait aussi la mener en écoutant nos agents, en écoutant nos collègues et en observant précisément ce que nous dit le terrain sur la difficulté de leur métier. Je leur ai demandé tellement de choses en 3 ans, de recuisiner sur place, pour répondre à la question que Laurent, tu posais tout à l'heure sur le vieux dogme sur la liaison chaude ou la liaison froide. Moi, je vais reprendre à mon compte le propos de mon président. Il faut mieux une bonne liaison froide qu'une mauvaise liaison chaude. Moi, je fais la démonstration depuis 3 ans. Me semble-t-il qu'on est en train
de faire une excellente liaison froide à Paris dans le 20e arrondissement. Donc gardons ce chemin, il n'y en a pas d'autres. Du reste, l'unité centrale de production, elle n'est pas finie d'être amortie, donc je ne vois pas comment on retournerait à faire de la cuisine dans les écoles. Et du reste, les mètres carrés qu'on a laissés vacants en sortant de nos cuisines il y a une quinzaine d'années, ils ont été conquis par l'éducation nationale pour refaire d'autres locaux. Donc il n'y a pas de place. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours dit aux parents. C'est une vue de l'esprit de penser qu'on va revenir cuisiner un jour sur place. Et puis, du reste, c'est pas le souhait de nos agents non plus, parce qu'on n'a pas partout des cuisinières et des cuisiniers. Donc, j'aborde dans le dialogue social et dans les instances représentatives du personnel dans la fonction publique ce moment-là de façon très tranquille et très sûre. On mettra et on aura les moyens de mettre en face de ce changement le retour à l'inox à Paris, quel que soit son poids, mais je redis que je défends la barquette, qui est moins lourde, les outils, les machines, les formations, l'accompagnement par les ergothérapeutes, les kinés, tout ce qui sera nécessaire de faire pour que le retour de ce geste soit le moins pénible possible et qui doit nécessairement s'accompagner par la juste revalorisation de leur salaire. Merci Grégory. Jean-Luc, un mot de la fin peut-être par rapport à ce que vient de dire Grégory et nos dernières questions. Je dirais pragmatisme, hein, et puis prendre le temps, faire profiter. Il y a quand même beaucoup d'expériences qui se font partout, et même aussi sur la partie hospitalière, hein, qui est effectivement en train de bouger. Et je pense que de prendre un petit peu de recul et de voir ce qui peut marcher. Et puis peut-être, alors c'est vrai que c'est difficile, hein, il y a des budgets derrière, peut-être d'accepter de se tromper un peu pour rectifier. Et que cette transition va prendre un peu de temps. C'est 2025, mais c'est 2025-2028. On va dire qu'il y a cette phase de transition où je pense que ça permettra à tout le monde de trouver sa voie. Merci à nos invités, merci beaucoup à vous tous. Nous allons récupérer toutes vos questions qui sont sur le QR et les envoyer à nos intervenants. Donc voilà, les autres sur le chat, désolé, on ne peut pas les récupérer, c'est une question technique. Et surtout, on vous donne rendez-vous pour 4 webinaires exceptionnels sur le secteur de l'entreprise, la restauration d'entreprise que l'on étudiera à fond. Et donc 4 webinaires qui auront lieu le 12 mars, le 17 avril, le 16 mai et le 12 juin. Comme vous voyez, tous les mois, il y en aura un pour parler spécifiquement de ce segment de la restauration collective, donc la restauration d'entreprise. Au plaisir et merci encore à vous tous d'avoir participé si nombreux. Voilà, on était ravis et à très bientôt. Merci, au revoir.